la contrainte climatique, c'est une contrainte historique dans cette région. Le manque d'eau, le manque de terre, l'aridité du climat, le manque de précipitations, de tout temps, ça a existé pour les pays méditerranéens. Et donc, il y a un côté passionnant, parce qu'ils ont réussi à penser leur développement, à faire sortir de ces territoires des civilisations qui ont apporté au reste de l'humanité des choses incroyables. On a parlé de la civilisation égyptienne, grecque, romaine, on peut parler de l'ingéniosité arabe au Moyen-Âge en termes hydrauliques et de gestion d'une ressource rare, l'eau, avec une efficience de l'utilisation qui était à l'époque unique et un savoir-faire agronomique et technique qui était à l'époque tout à fait inédit sur l'ensemble de la planète. Donc c'est passionnant parce que ces pays ont réussi leur développement plurimillénaire dans un régime de contraintes climatiques extrêmement fort. C'est extrêmement inquiétant parce qu'aujourd'hui, évidemment, ces contraintes se sont renforcées, que le changement climatique, phénomène international, est à l'œuvre surtout en Méditerranée, et tous les travaux du GIEC ont bien montré que s'il y avait une région la plus vulnérable au réchauffement climatique, aux variations de précipitations, c'était la région méditerranéenne. Et en effet, là encore, nous avons à nuancer sur un plan purement régional. Au nord de la Méditerranée, grosso modo, nous ne manquons pas d'eau, si ce n'est au sud de l'Espagne, au sud de l'Italie ou au sud de la Grèce. Mais la Turquie est un château d'eau. Nous avons énormément de disponibilité hydrique en Turquie. Au sud de la Méditerranée, au Moyen-Orient, vous avez tout simplement les pays les plus pauvres en eau de la planète. Le stress hydrique s'accélère et parallèlement, nous n'avons pas de disponibilité en terre. 90% des terres aptes aujourd'hui à l'agriculture sont d'ores et déjà exploitées quand vous prenez l'ensemble de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc les réserves foncières sont très minces et nous avons d'un côté la poussée démographique et urbaine qui a tendance à grignoter ces bonnes terres agricoles, de l'autre la poussée de la désertification qui rend inapte à l'activité agricole tout un certain nombre de surfaces qui autrefois auraient pu être cultivées. Et donc nous avons une contrainte à la fois hydrique, pas d'eau, une contrainte foncière extrêmement forte et un climat de plus en plus capricieux et avec des phénomènes de sécheresse de plus en plus récurrents. Vous savez, au Maroc, nous avons une grande sécheresse en moyenne tous les 10-15 ans. Et Lyoté, il y a un siècle, avait d'ailleurs une fameuse formule, il disait « gouverner au Maroc, c'est pleuvoir ». Aujourd'hui, la croissance économique du Maroc et donc sa stabilité politique est liée à la pluviométrie et la pluviométrie impacte directement la production agricole. Il ne faut pas masquer les difficultés. On n'est pas sur une région où la capacité de penser le développement, y compris d'un point de vue durable et soutenable, est évident. Nous sommes dans une région minée par les conflits, minée par les tensions, et les révoltes arabes ont plutôt confirmé depuis 1 an et demi que nous étions sur une véritable poudrière en Méditerranée et que nous ouvrons une nouvelle période historique faite peut-être de nouvelles fragmentations territoriales, de réveil communautaire, de réveil identitaire qui ne va pas simplifier la donne. Pour autant, les enjeux sont tels que seule la coopération multilatérale peut permettre d'atténuer les tensions. Nous ne sommes même pas en train d'espérer le meilleur, nous sommes actuellement en train de trouver des moyens, des solutions pour éviter le pire. C'est une autre posture, mais ça permet d'agir. Ça veut dire qu'on ne doit pas attendre la résolution des conflits pour travailler en Méditerranée et essayer de résoudre certains enjeux, certains problèmes et essayer de faire ensemble pour justement s'adapter à des défis comme le changement climatique, à s'adapter à des contraintes qui s'amplifient comme la mondialisation qui ne bénéficient pas à l'ensemble des territoires. Et là, les Européens et les Méditerranéens doivent travailler ensemble, à plus forte raison que les turbulences en Méditerranée ont des conséquences directes sur le continent européen. On pense bien sûr au phénomène migratoire, mais si aujourd'hui on veut mieux gérer, mieux contrôler les flux migratoires du monde arabe et de l'Afrique subsaharienne, parce qu'on oublie de dire que ceux qui traversent la Méditerranée aujourd'hui, ce ne sont pas des populations arabes, la plupart ce sont des populations subsahariennes. Et donc la problématique migratoire est méditerranéenne dans son ensemble, et donc elle doit être pensée dans un ensemble. Mais c'est bien sûr en injectant du développement et en créant des solidarités qu'on atténuera aussi les problématiques de ce type. Ce qui est absolument nécessaire, c'est de penser le long terme, d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon
de l'urgence et d'arrêter de sacrifier l'essentiel sur l'autel de l'urgence. Regardons le long terme quand on parle de la Méditerranée, parce que c'est son histoire et que toutes les grandes histoires de la Méditerranée se sont faites parce que les décideurs, les visionnaires, les fondateurs de projets avaient une vision prospective à long terme. Si on a peur du côté difficile, conflictuel, passionnel de la Méditerranée, ce n'est pas la peine d'y aller. En revanche, si on est conscient de ces difficultés, conscient de ces contraintes, c'est un terrain formidable parce que c'est un laboratoire de vie. Parce que la Méditerranée, avant tout, c'est une région où il faut avoir ce goût de la différence. Si on a un goût pour la différence, si on a une passion pour l'autre, passion pour ce qui ne nous ressemble pas, alors c'est un terrain extraordinaire de coopération, de travail. Et encore une fois, ne rien faire dans cette région, ce serait inquiéter le futur de l'Europe et de l'ensemble de la planète.